Bon, il faut savoir que j'ai tourné cette intro à peu près 27 fois. J'espère que vous allez bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, qui n'est pas une vidéo mais plutôt un podcast, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance, l'honneur, le plaisir, la fierté, ça fait beaucoup je sais, d'être intervenu sur le podcast de PL, mon pote Pierre-Louis Ménard, qui est un podcast tourné autour du développement personnel, du mindset, de la préparation mentale, du sport bien évidemment. Je vous invite à aller le découvrir sur l'ensemble des plateformes de streaming. Ce podcast est d'ailleurs disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, j'en passe des vertes et des pas mûres. Il est évidemment aussi disponible dans cette vidéo. Donc si vous voulez l'écouter, c'est avec grand plaisir et je vous en remercie. Vous avez tout simplement à poser votre téléphone, votre enceinte quelque part et à faire autre chose pendant ce temps-là parce qu'il n'y aura rien de visuel, juste de l'audio. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse écouter le podcast et nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. On est aujourd'hui le 25 mars 2021 et on enchaîne sur une 5e semaine d'affilée avec un 5e podcast. Je voudrais vraiment remercier déjà toutes les personnes qui ont écouté les 4 derniers podcasts qui ont été sortis. C'est vraiment cool, j'ai eu quelques retours et je suis vraiment très très content. Le dernier qui est sorti était avec Gabriel Prep. On a parlé un peu de prépa physique, de STAPS, de vision de l'entraînement, etc. Et aujourd'hui, nouvel invité d'honneur, en la personne de Raphaël Forgues. Raphaël, j'espère que tu vas bien et je t'invite à te présenter aux auditeurs. Salut PL, déjà merci de m'inviter, c'est très cool, ça me fait plaisir parce que je sais qu'on discute beaucoup tous les deux depuis pas mal de temps. On s'est d'ailleurs découvert sur les réseaux, donc ça c'est vraiment vraiment sympa. Moi pour la faire courte, je suis un amoureux du sport, un amoureux de la forme aussi, je suis un créatif. Je suis un golfeur initialement. Depuis que j'ai 4-5 ans, je vacille entre le golf et le foot constamment. Je suis vraiment quelqu'un qui vit pour le sport plus que pour un sport précisément. C'est-à-dire que moi j'aime le sport et je pense qu'on va en reparler vraiment pour ses valeurs. Et je suis quelqu'un comme ça aussi dans la vie qui prend les choses généralement au premier degré, qui prend plaisir à vivre tout simplement, quelqu'un de souriant. C'est un bon vivant. Exactement, c'est ma façon de vivre. Ouais. Donc voilà, et depuis quelques temps maintenant, je suis assez passionné par les sciences de l'entraînement et de la nutrition. On a tous les deux fait Bayesian et c'est vrai que je trouve extrêmement intéressant le fonctionnement du corps, le fait de pouvoir se muscler, se renforcer, les adaptations constantes du corps à l'effort. Je trouve ça vachement intéressant et la nutrition, c'est aussi un domaine qui me passionne parce que en fait, pour moi, c'est le premier médicament. C'est vraiment ce qui te permet de fonctionner au quotidien. Et si tu as une bonne alimentation et un bon sommeil, j'accorde beaucoup d'importance aussi au sommeil, bah, ça te permet quand même d'avoir énormément d'énergie, d'être en forme en permanence. Et moi qui bois pas d'alcool, qui fume pas, etc., j'ai vraiment cette attache à la fois émotionnelle et cette importance que je donne à la santé. Ok, bah ça c'est plutôt intéressant. Et aujourd'hui, du coup, t'as fait pas mal de choses dans ta vie, mais aujourd'hui, quels sont tes projets professionnels et également personnels si tu veux en parler? Alors mes projets professionnels, moi aujourd'hui je suis dans la vidéo, la photo, la création de contenu de sport. C'est vraiment ce qui me drive au quotidien, je me lève pour ça. Moi je respire création de contenu en permanence, que ça soit vidéo, photo, rédaction parfois, enfin bref, c'est vraiment voilà. Et j'associe justement cette passion pour la créativité au sport parce qu'encore une fois je ne vis que pour le sport. Donc création de contenu de sport, ça c'est mon projet. Après, je sais pas encore, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas gravé dans la pierre, je sais pas où je serai demain. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je serai dans ce monde-là, autour du sport, ça c'est certain. Pas sportif parce que malheureusement, j'ai pas ces qualités athlétiques. Mais en tout cas, voilà, je serai dans ce monde-là à voir si je serai le patron de ma boîte, si je serai en CDI quelque part. J'en sais rien, mais je serai dans la création de contenu de sport sur les réseaux, à mon avis. Mais du coup, en parlant de sport, donc t'as parlé un peu, t'as dit que malheureusement, tu serais jamais athlète par rapport aux qualités athlétiques, etc. Tu peux nous parler un peu de ton passé sportif, les sports que t'as pratiqués, à quel niveau d'implication? Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi, dans un premier temps, j'ai vraiment été plongé dans le foot et le golf, en fait, les deux en même temps. Parce que dès l'âge de 3-4 ans, je faisais du foot avec mes copains. Et en fait, à 5 ans, j'ai eu un petit accident. J'ai eu une maladie, l'ostéochondrite, à la hanche droite, ce qui fait que je suis allé chez le médecin et il m'a expliqué que je pouvais plus faire de foot.
J'étais un peu deg et il a dit en rigolant à ma mère que je pouvais faire du golf. Et en fait, dans ma maison de vacances en Bretagne, ma mère l'a pris à la première. Elle l'a pris au premier degré, le fait que je pouvais faire du golf. Et il se trouve qu'il y a un golf à 1 kilomètre de ma maison de vacances en Bretagne. Du coup, j'ai commencé le golf. Et ouais, depuis. Attends, je te coupe. T'as commencé le golf. euh, Quand tu dis que ta mère l'a pris au premier degré, c'est toi aussi tu te prenais au premier degré ou t'as dit ça un peu comme ça au début? Non, mais j'avais quoi? Quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais 5 ans et demi, je crois. Et non, en fait, c'est même pas que je Et l'ai là pris au tu vivais premier degré sport ou pas. encore. Bah, je vivais foot surtout. Je vivais grave Ouais. foot. Ouais. Et non, je sais pas si je l'ai pris au premier degré ou pas, parce que en fait, quand j'étais petit, moi, je m'en rendais pas forcément compte de ça et j'étais à l'étranger. Et du coup, j'ai arrêté le foot à l'année. Par contre, quand on rentrait comme ça dans ma maison de vacances en Bretagne, je faisais des stages du coup de golf. Et c'était ça mon activité physique, tu vois, quand j'étais petit, entre mes 6 et mes 8 ans. Après, j'ai pu reprendre le foot. Enfin bref, voilà. Et donc, ensuite, je dirais mes 8 et mes 13 14 ans, je faisais du foot et du golf, vraiment les deux activités. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que c'est quand même deux activités pas mal opposées. Mais justement, j'aime bien cette complémentarité, comme la muscu, qui est aussi un sport radicalement différent. Et ensuite, à mes 14 15 ans, déjà d'une part, tu commences à avoir petit à petit des responsabilités, même si c'est un grand mot, des responsabilités au collège, au lycée, parce que tu as le brevet, parce que tu as le bac qui arrive et tout. Donc j'ai dû choisir l'un des deux sports. J'ai arrêté le foot et je me suis mis à fond dans le golf. Et de là j'ai participé à un championnat de France quand j'étais jeune. Bon, j'ai pas fait des résultats mirobolants, hein, il faut se le dire. J'ai terminé genre Pourquoi 60. t'as choisi pourquoi t'as choisi, je te coupe, excuse-moi, mais pourquoi t'as choisi le golf au lieu du foot? Parce que je sais que, pour t'en être un peu, t'es un amoureux du foot. Pourquoi ce choix-là? J'ai fait ce choix-là parce que déjà d'une part, il y avait ma santé quand même qui était en jeu et j'ai toujours une fragilité à la hanche, ce qui m'empêche d'ailleurs de faire certains exos à la salle. Donc déjà ça c'est moi qui étais gardien, bah, mine de rien le fait de plonger constamment sur ma hanche c'est pas ouf. Ça déjà c'est un point important et d'autre part mine de rien je suis quand même meilleur au golf qu'au foot. Au foot moi je suis un joueur lambda, tu vois, je suis vraiment pas j'ai jamais été un très grand joueur et je le serai jamais et c'est pas mon but, moi je veux juste prendre plaisir. Par contre au golf voilà j'ai eu des espoirs quand j'étais petit, je faisais partie des groupes espoirs notamment de la Ligue dans Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, j'ai toujours le même niveau que quand j'avais 12 ans, mais bon, c'est pas un niveau dégueulasse. Ok, donc du coup, choix entre le foot et le golf motivé par les qualités que tu avais dans le sport qui est le golf. À ce moment-là, donc tu parles du championnat de France. euh, Est-ce que tu envisages quelque chose dans ce sport ou c'est juste pratiquer de manière assez intensive à côté des cours? Non, non, j'envisageais vraiment. J'envisageais vraiment parce que moi, j'ai jamais été quelqu'un de scolaire. Vraiment pas. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas envisager une carrière de golfeur professionnel? Ce dont j'avais absolument pas conscience de ce que c'était. Je savais pas quelle était la réalité de la vie d'un sportif de haut niveau. Aujourd'hui, je l'ai et je T'as réalise. 15 ans aussi. Ouais, j'ai 15 ans, mais bon, c'est bien de s'y intéresser. Aujourd'hui, je la Bah réalise oui, et mais d'ailleurs, carrément. avec le recul, moi, je pourrais pas être sportif de haut niveau. J'aime bien mon petit quotidien et je pourrais pas être loin de ma copine ou quoi constamment comme ça. Bref, je m'écarte. Mais donc non, non, j'ai vraiment envisagé d'être golfeur pro à tel point qu'en première, moi, j'ai fait un sport-études pour être golfeur pro justement, où j'ai pas énormément progressé, où ça m'a aussi un peu lassé du golf parce que golf tous les jours après les cours et ensuite golf le week-end pour les compétitions. J'en avais un peu marre, je progressais pas assez, donc je suis revenu dans un cursus normal. Mais ouais, j'ai eu des ambitions de devenir sportif professionnel. Après, voilà, la vie fait que, mais bon, je suis passionné par ce que je fais aujourd'hui et je pense que ça se voit sur mes réseaux. Donc non, ça c'est pas un regret, c'est plus ça a été un projet dans ma vie à un moment. Et donc, tu peux nous parler un peu du quotidien que tu as eu en sport-études? Tu parles d'entraînement tous les soirs après les cours. Euh, à quel niveau d'implication ça te demande? Comment ça se passait? On avait cours le matin via les cours du CNED. En fait, on avait des intervenants qui nous aidaient à faire les cours du CNED, qui nous expliquaient les notions, etc. Donc tous les matins, du lundi au vendredi. Et on avait golf l'après-midi.
Voilà, on faisait des parcours, on faisait ensuite des sessions d'entraînement, enfin des trucs variés, tu vois, normal, préparation mentale, etc. Et 3 soirs par semaine aussi, on avait de la préparation physique. Et dans le golf, c'est pas tant de la muscu à proprement parler, c'est surtout des étirements, des trucs comme ça, pour être souple, voilà, pour être un athlète complet en fait, tout simplement, avoir la souplesse, la mobilité, machin. Donc non, c'était pas un rythme très très soutenu, je veux dire, c'était quand même un rythme de gamin de 16-17 ans. Par contre, dès lors qu'on arrivait fin mars, début avril, bah là nécessairement toutes les compétitions arrivaient, les week-ends les uns après les autres, et puis on les enchaînait en plus, hein, parce qu'on vit pour la performance quand on est dans un sport-études. Donc forcément, t'enchaînes les tournois, et moi ça m'a lassé. Ouais, je peux Aussi comprendre. parce que je suis peut-être pas autant passionné de golf que certains qui vivent de ça à plein temps. Parce que justement, moi, je suis amoureux de sport plus que de golf, de foot ou de muscu. Mais, euh, mais ouais, c'était un bon rythme. C'était un bon rythme, mais ça m'a appris plein de choses. Tu vois, au-delà du golf, moi, j'ai passé une année déjà pas chez mes parents. À 16 ans, c'est déjà une courbe d'apprentissage importante. Et puis entouré d'anglophones. Donc non, non, c'était une chouette expérience. T'as fait de la préparation mentale un peu, tu disais? Ouais, 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 mes parents m'ont donné l'opportunité d'être accompagné mentalement par un gars qui m'inspirait beaucoup, notamment sur la visualisation des shots sur le parcours, sur la capacité à gérer le stress, les émotions. Au golf, c'est vraiment important tout ça. Donc non, ouais, c'était chouette. Et d'ailleurs, ça m'intéresse toujours autant. Et du coup, ce gars-là, tu le voyais régulièrement. Il t'a, Est-ce qu'il t'a aidé du coup, parce que tu disais que tu te lassais un peu, ce que je peux comprendre, hein, tu te lasses du fait de pratiquer un sport euh, de manière assez, pas, le terme est pas assidu, mais avec un volume horaire important. Je comprends que tu puisses t'en lasser. Et du coup, est-ce qu'il t'a aidé durant cette période à gérer un peu tout ça? Tu parles également d'un manque de performance, t'arrivais pas à progresser. Est-ce que ça t'a aidé la préparation mentale? Ouais, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce qu'il m'a apporté une vision. Il m'a apporté une autre vision tout simplement. Je pense que enrichissant, c'est intéressant. Tu vois, même quand on est golfeur de haut niveau, bah avoir la vie d'un autre golfeur, une autre façon de faire, une autre façon de fonctionner, c'est toujours intéressant. Et lui m'a amené cet état d'esprit vraiment de tranquillité, de zénitude. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de peps, d'énergique. Ce qui fait que sur le parcours, parfois, ça matche pas toujours parce que bah t'es tellement excité que tu commences à t'emporter à droite, à gauche. D'autant plus quand t'es passionné, que tu vis les choses à fond. Moi, quand j'étais petit, sur le parcours de golf, j'étais très très énervé. J'étais capable, dès lors que je faisais un mauvais coup, de m'emporter, de jeter mes clubs. Enfin bref, c'est une horreur. Le mec, c'est gladiator. Mais non, non, non. Si, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Je pense que au-delà du golf, ça m'a beaucoup appris sur la façon dont les émotions fonctionnent et en maturité, tout simplement, parce que bah, côtoyer un gars de 40-50 balais, très intelligent, très inspirant, qui a un parcours et tout, bah, nécessairement, tu sais, moi, il y a un truc que j'adore dire, c'est qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous Ah entourent. mais carrément. Et Ah discuter mais tout le temps avec carrément. ce mec-là, discuter constamment avec ce mec-là, bah, évidemment que ça t'apporte beaucoup, quoi. Mais tu vois, c'est marrant parce que je fais deux parenthèses. La première, quand t'as dit que tu jetais tes clubs, quand t'étais énervé, ça me rappelle mes années de tennis. Quand tu joues des matchs importants, parce que j'ai pas mal de tennis assez à fond quand même à une période. Et tu joues des matchs, tu joues pour ton classement, et quand tu t'énerves, tu jettes ta raquette et t'évites de l'acheter parce que t'as ta mère qui te regarde à côté et tu vois, c'est elle qui t'a payé la raquette. Donc, non, ça me rappelle des souvenirs. Et tu vois, ça c'était Grave. vraiment marrant. Et je fais la parenthèse sur la préparation mentale. Moi, je suis en cursus préparation mentale en master. Et en fait, c'est deux choses. Premièrement, la préparation mentale, c'est l'avenir un peu du sport, je pense. Aujourd'hui, beaucoup de sportifs, que ce soit individuellement ou dans des sports d'équipe, font appel à des préparateurs mentaux. Moi, je suis beaucoup dans le domaine du sport auto et je sais que les pilotes font appel à ça, que ce soit pour gérer leur performance donc au volant, mais également pour gérer un peu toute la pression qu'ils ont médiatique, etc., à laquelle est confronté tout sportif de haut niveau. Tu vois, c'est compliqué en tant que sportif de haut niveau d'être sur les réseaux, par exemple, ou de souvent les regarder parce que bah, tu as des articles des critiques, etc. Donc ça peut être très difficile à gérer, surtout quand tu es très jeune. Et j'aimerais vraiment
expliquer simplement que la préparation mentale, c'est pas de la psychologie telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire tu as un problème, je sais pas, dans ta famille, de problèmes personnels, et tu vas voir un psychologue pour t'aider à le régler. Ça c'est souvent dans le domaine un peu ça peut être un peu du médical, etc. Nous, c'est pas du tout ce qu'on fait en préparation mentale. La préparation mentale, c'est que dans un contexte sportif, d'accord? Et on est vraiment que dans ce contexte-là. On va pas régler des problèmes qui sont pas forcément dans nos capacités. Donc c'est vraiment deux corps de métier différents, un psychologue et un préparateur mental. Et nous, on est vraiment un pôle de performance, donc à côté de la prépa physique, du côté technique, tactique, peu importe le sport, on est un pôle de performance qui est la préparation mentale, et on est là pour aider le sportif à préparer sa performance future. Donc on travaille vraiment dans le futur, ok? Et c'est vraiment que dans ce contexte-là. Et c'est intéressant que tu en aies fait à cet âge-là, parce que moi j'ai travaillé un peu aussi avec des jeunes de 14-15 ans, et c'est vrai qu'en fait, bah, je les ai plus... Bon, ils ont quand même vu la nécessité de la préparation mentale, et ouais, c'est un domaine de performance qui a un impact non négligeable et qui sera, je pense, hyper important dans le futur, quoi. Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je trouve que ça se démocratise en France. Là, ça commence vraiment voilà, à arriver. Mais c'était complètement sous-estimé avant. Et tu vois, je reprends l'exemple du golf. Parce que les gens connaissent beaucoup le foot. En muscu, préparation mentale, bon, on peut passer, je pense, honnêtement. Oui, je pense qu'on peut passer. À part quand, si tu prépares une compétition de bodybuilding, ouais, t'as voilà, plus évidemment. galère dans ta sèche, là peut-être. Voilà, voilà. Mais là, on est à des stades très très rares. Non, Bien sûr. en golf, en fait, à la différence de beaucoup de sports, t'as le temps de conscientiser tes émotions. Au foot, bah voilà, t'es dans le mood, t'es en train de courir, t'es fatigué, tu regardes le ballon, c'est très vif. Dans le tennis, c'est un peu pareil dans l'échange. Alors, dans le tennis, c'est moins vrai. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans le golf, tu fais un mauvais shot. Alors, les gens connaissent pas forcément le golf, mais ils peuvent imaginer. Tu fais un mauvais shot, tu marches pendant 200 mètres. Il peut se passer beaucoup de choses dans ta tête sur les 200 mètres, tu vois. Mais vraiment beaucoup de choses. Et avant de taper la balle, t'as ce temps aussi. Au foot, t'as pas ce temps de conscience quelque part, tu vois. Enfin, je veux dire, tu t'amuses pas à réfléchir, ça doit aller très très vite au foot. Au golf, c'est pas le cas. Et tant que t'as pas tapé ta balle, il peut se passer beaucoup beaucoup de choses dans ta tête, vraiment. En fait, c'est constamment un combat émotionnel contre toi-même. Et aujourd'hui, la préparation mentale arrive vraiment très très fort dans le golf. Et je suis très content parce que ça aussi, Ouais. voilà, ça a aussi eu pour impact de démocratiser un peu le golf comme un sport. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Je suis un défenseur de ça, mais bon, bref. Et non, moi, la préparation mentale, je trouve ça vachement intéressant. Vachement intéressant. Mais tu vois, c'est intéressant parce que dans le golf, c'est quand même un sport où tu as de la précision. Et si tu te laisses envahir par le stress, cette précision, elle est plus présente. Parce que du coup, ton champ attentionnel, il va être tellement réduit que tu vas plus pouvoir te concentrer correctement. Si tu laisses tes émotions plus intervenir, en fait, c'est dès qu'il y a de la... Vu que c'est uniquement un sport de... Enfin, uniquement. C'est de la technique, c'est beaucoup de technique en fait. Mais c'est énormément si t'es technique. hyper fort, comment? C'est énormément technique, c'est ça le truc. Bah oui, technique, en fait, ça sert à rien d'être bouffin, j'imagine. Euh, un golfeur qui est bon, c'est un golfeur qui sait gérer sa force, sa technique. C'est une sorte d'harmonie en fait. C'est une sorte d'harmonie, de concentration. Je Et suis puis, pas tu sûr vois, d'avoir un déjà golfeur... entendu ça. C'est très beau ce que tu dis là. Non mais, bah oui, mais tu vois par exemple, un footballeur, il doit gérer dans l'instant. Ça veut dire que voilà, il a une occasion, il va frapper. Tu vois par exemple. Un golfeur, il a le temps, donc il se positionne. Et je suis pas un grand fan de golf, mais j'ai déjà regardé des trucs. Mon frère en a fait aussi, donc je connais un petit peu, mais ils ont tous des tocs et tout avant de putter ou avant de, de, de frapper. Et en fait, c'est des trucs qui les mettent dans une sorte de bulle, dans leur zone en fait, pour pouvoir être le plus précis possible et pouvoir gérer sa technique. Parce que si t'es pas concentré, du coup tu vas modifier tes tocs, etc. Tu vas faire de la merde derrière parce que tu vas être trop stressé. Et en fait, je pense que c'est le genre de sport où la préparation mentale est hyper importante, quoi. Évidemment que dans les autres, elle l'est aussi en foot, par exemple, si tu te laisses submerger par tes émotions, tu vas pas réussir à faire grand chose. Tu vois, faut que tu aies la capacité en plus en foot à réagir très vite. Parce qu'en golf, t'as le temps entre deux coups, j'imagine. Tu vois, de te poser, de Ah, t'as le réfléchir. temps?
Mais tu c'est vrai vois. que quand... En foot, voilà, tu rates ta frappe, t'es énervé, bah derrière ça relance, faut que tu sois là. Donc en fait, faut apprendre à gérer ses émotions à ce niveau-là. Ouais, Donc, après, c'est pas les mêmes efforts, enfin, c'est pas les mêmes sports, tout bah bien simplement. sûr, Je crois que c'est pas comparable, bah bien sûr. c'est pas les mêmes sports. Et Mm. c'est ça qui est génial dans le sport, du coup. Bah ouais, au final. Donc du coup, c'est ce qui est intéressant de comparer. C'est, tu vois, par exemple, nous en sport auto, on a besoin d'une préparation mentale parce que si par exemple tu te mets à stresser et à douter, si tu perds par exemple un dixième par virage alors que tu as 10 virages dans le tour, tu perds une seconde au tour. Sur 15 tours, ça fait 15 secondes, c'est énorme. Donc en fait, tu peux pas te permettre de perdre un dixième par virage et ça peut être tu freines un petit peu trop tard, donc du coup tu prends pas la corde, enfin des trucs comme ça. Il faut rester vraiment faut rester concentré et t'es obligé d'apprendre à gérer tes émotions. Donc ça c'est intéressant. J'aimerais un peu parler de, donc on a parlé de PM, enfin de préparation mentale. Quel a été l'impact du sport dans ta vie en général? Est-ce que tu as plusieurs choses à mettre en avant par rapport à ça? Oula, oula. Ouais, non, mais déjà d'une part, est-ce que je saurais vraiment te dire si le sport a un impact dans ma vie, étant donné que je fais du sport depuis que je suis né. Ça a toujours fait partie de moi, en fait. Donc, c'est compliqué de te Ouais, mais répondre à cette t'as fait question. plusieurs sports. Maintenant, ce qui est certain, alors déjà pour remettre dans le contexte, moi j'ai passé les 8 premières années de ma vie à l'étranger, ce qui fait que j'ai reçu une éducation qui est quand même pas mal Tu étais où, du coup? en Afrique noire et ensuite en Europe centrale avant d'arriver à Lille. Ce qui fait que... Ouais, donc 8 ans. Ouais, je suis arrivé à Lille, j'avais 8 ans. Du coup, nécessairement, bah, je fonctionne pas forcément de la même manière que les jeunes de mon âge. J'ai tendance à dire que je m'entends très bien avec les plus jeunes et très bien avec les moins jeunes. Mais alors avec les personnes qui ont mon âge, c'est toujours très compliqué. C'est assez bizarre, mais bon, bah, bref, j'accepte cet état de fait. Non, j'ai reçu une éducation assez différente. Moi, je suis pas, contrairement, tu vois, par exemple, alors c'est pas une critique, hein, je veux dire, on est le résultat de notre histoire. Mais par exemple, moi, je constate que beaucoup des personnes autour de moi, chez les jeunes, ont tendance à facilement juger, à critiquer des choses comme ça. Ouais, grave. Il y a aussi une ouverture d'esprit qui parfois est pas celle à laquelle je m'attends. Donc déjà ça me démarque pas mal. Après, encore une fois, par rapport au sport, moi je suis quelqu'un qui fonctionne, comme je l'ai dit au début, beaucoup sur les valeurs. Et la richesse des valeurs de la muscu, du golf et du foot, déjà d'une part sont différentes. Donc ça c'est canon. Moi j'aime bien cette complémentarité. Et d'autre part m'a permis de grandir peut-être plus vite que la majorité des jeunes de mon âge. Parce que dans le golf, bah voilà, j'ai appris à maîtriser mes émotions. Je côtoyais aussi beaucoup d'adultes parce que j'ai eu un bon niveau très jeune. Et dans les compétitions, les âges sont groupés. Il y a pas de catégorie d'âge. Ou alors s'il y en a dans les compétitions spécifiques. Mais dès lors que tu arrives sur du très bon niveau régional, bah, tu joues avec les adultes. Donc forcément, comme je le disais tout à l'heure, la force de l'entourage fait que tu te mets à réfléchir presque comme un adulte. Alors évidemment, c'est pas mon cas, mais tu vois ce que je veux dire, ça a un impact sur ta façon d'agir et de penser. Et, et encore une fois, le fait d'avoir appris à gérer mes émotions, d'avoir appris cet esprit d'équipe aussi au foot, d'avoir été pendant 3 4 ans, et c'est toujours le cas, rigoureux sur ma nutrition, sur mon entraînement et tout, fait qu'en fait j'ai beaucoup d'expériences à travers le sport qui m'ont permis moi de grandir, de vraiment prendre en maturité. Et, et ouais, du coup, ça a un impact assez énorme dans ma vie, forcément. Hein. Ça prend une majeure partie de mon temps, donc évidemment que ça forge aussi un caractère et une personnalité qui, quand la personne en face de moi est pas sportive, est radicalement différente. Ouais, c'est sûr. C'est sûr de ce point de vue-là. Et tu as parlé de valeurs. Est-ce que tu as une liste de valeurs à nous apporter? Alors, personnelles évidemment, hein, qui t'ont été transmises par le sport et que tu utilises dans ta pratique sportive, mais également dans la vie de tous les jours. Je sais pas si je pourrais lier les deux. Je peux te parler des valeurs qui m'ont servi, qui m'ont beaucoup été utiles dans le sport, enfin que j'ai appris du sport, qui sont dans la muscu, la rigueur, la capacité à être voilà assidu, régulier, parce que c'est dur en fait d'acquérir un physique, qui plus est de prendre du muscle. Les gens pensent généralement que c'est plus difficile de perdre du gras que de prendre du muscle, mais en fait c'est l'inverse. Quand tu comprends un peu les fonctionnements de la nutrition. Carrément, ouais, ça c'est vrai. Dans le foot, c'est vraiment l'esprit d'équipe, c'est la capacité à travailler ensemble. Moi, tu vois,
J'en ai des frissons rien qu'à dire ça. La capacité à travailler ensemble, quoi, c'est beau. Moi, ça me fait rêver. Une équipe, des personnes qui s'entendent bien et j'adore ça. C'est pour ça que je prends, tu vois, je sors un peu de la question, mais moi, je prends autant de plaisir à regarder l'équipe de France féminine que la masculine. Parce que chez les filles, il y a quelque chose de fort, tu vois. Et je sais pas si tu avais vu ça, mais Amandine Henry est sortie dans la presse, dans les médias, avec Canal, il me semble, si je dis pas de bêtises. Elle avait pris la parole parce qu'il y avait un souci au niveau de l'équipe avec Corinne Diacre. Et elle prend son rôle de capitaine à bras le corps et elle dit bah, si moi je le fais pas, qui va le faire? Et elle prend la parole sur le fait que ça va pas et tout dans l'équipe. Et putain, ça m'a fait vibrer, quoi. J'étais en mode, mais waouh. Ouais, c'était par rapport à Ouais, l'entraîneur. prise de responsabilité vraiment importante. Et après, voilà, dans le golf, j'ai fait un peu le tour de la question, mais c'est vraiment la maîtrise des émotions. Euh, la capacité à te retrouver en fait face à toi-même, face à un résultat qui te satisfait pas la majorité du temps. En général, au golf, c'est très compliqué de faire ce que tu veux de ta balle, ou alors tu t'appelles Tiger. Mais, euh, mais ouais, vraiment apprendre à prendre sur mes émotions, à les gérer, à me refocus sur l'instant présent. Ça, au golf, on y pense beaucoup aussi. Parce que si tu vis dans le passé et que tu vis dans un mauvais shot, bah évidemment que ça va avoir des conséquences négatives sur la suite de ta partie. Et si tu vis dans le futur et que tu commences à t'imaginer que tu vas finir à tel score et tout, là pareil, ça peut te ruiner parce que tu t'attends à des trucs. Et si tu te mets une telle pression par exemple, tu vas faire ton meilleur score parce que tu es en train de faire une bonne partie, bah là, tu peux finir dans le mal. Donc il y a aussi la notion d'instant présent qui est très présente dans le golf. Après voilà, en dehors du sport, moi je suis quelqu'un de très entier de façon globale, de très transparent. J'aime ça, quoi. C'est intéressant. J'ai envie de comparer un peu à ce que moi ça m'a apporté. Tu vois, il y a un truc que le kart m'a apporté beaucoup. Moi, c'est le karting. Enfin, j'en ai fait 7 ans en compétition. Ça me manque beaucoup d'ailleurs. Et en fait, un truc que j'ai toujours fait et peu importe les résultats, c'est que j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi ça marchait pas, quand ça marchait pas, et à m'améliorer derrière. Je me souviens là où j'ai commencé vraiment à faire ça sérieusement, c'était en 2016. J'ai vécu, en fait, en 2015, je gagne un championnat, et la saison d'après, en fait, on était quasiment double de pilotes, et en fait, en gros, il y a eu un remaniement de catégorie, bref, et en gros, on était plus de pilotes dans la catégorie, et en fait, bah, quand tu gagnes un championnat, tu t'attends à rouler devant la saison d'après, tu vois, parce que tu te dis, bah, j'ai atteint un niveau, c'est pas mal, sauf qu'en fait, on est passé le double de pilote, et forcément, bah, quand tu passes au double de pilote, tu augmentes la capacité d'avoir des bons pilotes. Ok. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris des tôles lors des 2 premières courses et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, là, je me suis dit, ok, faut que j'analyse. Faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, on beaucoup analyser. Et c'est là que j'ai commencé à le faire. Et c'est vraiment une des valeurs que ça m'a apporté, c'est la capacité de s'améliorer. Je me souviens je faisais ça avec mon père et combien de fois en rentrant des courses, je sais pas, on avait 2, 3, 4 heures de route le dimanche soir, c'est bon, ok, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, et ok, bah on le fera à la prochaine course. Sauf que la prochaine course c'est encore différent, mais du coup Remise en tu question. refais encore le même processus. Et moi c'est un truc que j'essaye de faire un peu partout, mais c'est pour ça faut vraiment vivre ce que tu fais. Tu vois, tu peux pas le faire partout, faut quand même avoir une certaine passion pour ce que tu fais, mais c'est vraiment une des valeurs que ça m'a apporté. Après, un truc que j'ai souligné chez toi qui est intéressant, c'est que tu as fait à la fois un sport collectif, à la fois un sport individuel. Moi, j'ai fait que des sports individuels. Enfin, en tennis, on avait des matchs par équipe, mais c'était pas pareil. On était dépendants de nous-mêmes sur le terrain. Et en fait, moi, j'ai jamais connu ce rapport avec des partenaires en sport, cette cohésion d'équipe, etc. Et je pense que c'est complémentaire d'avoir fait 2 sports comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as des choses à tirer à ce niveau-là? Ah bah évidemment, c'est complètement différent. Dans le golf, dans le tennis, dans tous les sports où t'es seul, dans le ski, bah voilà, t'as toutes les responsabilités, les pleines responsabilités du résultat. Si t'es pas bon, bah y a personne qui va t'en vouloir, même si a priori dans une équipe, personne va en vouloir à qui que ce soit. Mais ouais, t'as les pleines responsabilités et t'as aussi un côté un peu solitaire que beaucoup aiment parce que justement ils ont la maîtrise, le contrôle, le pouvoir sur tout le résultat.
dans une Mais équipe. également la responsabilité. La responsabilité. Mais justement, ils aiment bien ça, tu vois. Ils aiment avoir cette emprise sur l'ensemble du résultat. Là où dans le sport d'équipe, c'est différent parce que bah déjà, il y a la confiance qui doit s'installer. Même dans un, tu vois, tu parles de tennis. Alors, je crois que tu parlais pas de double pour le coup. Je crois que tu parlais de trucs de tennis, mais en équipe, dans le sens les résultats Ouais, alors en les uns équipe, aux autres. si, j'ai fait du double aussi, mais c'est pas pareil que d'être 11 d'avoir 10 coéquipiers sur un terrain, quoi. Non, évidemment, Tu vois. évidemment. Et puis, non, non, vraiment, le fait d'être en équipe, t'apprends à lâcher prise déjà. Lâcher prise parce que bah, tu peux pas tout maîtriser de toute façon. Et aussi à faire confiance aux autres. Parce que voilà, toi, tu as des valeurs à apporter, peu importe le sport, que ce soit du handball, enfin des valeurs, des compétences, pardon, que ce soit du handball, du volley, du basket, du foot, du rugby, tu as ton profil il est intéressant, c'est comme dans une équipe pour préparer un projet, tu as des compétences, tu as des choses à mettre en avant pour l'équipe justement, et puis tu as des faiblesses, et les faiblesses, ça c'est génial parce que peut-être que ton copain à côté, bah, lui, il peut les compenser, et vous allez former comme ça un duo génial ou une équipe géniale parce qu'il y a tellement de profils qui se complètent les uns avec les autres que nécessairement ça peut que faire émerger de la performance, du plaisir aussi parce que je sais pas, t'es quelqu'un qui est plus dans la technique que le physique, bah ça fait plaisir d'avoir le copain à côté qui lui est un rentre dedans et il a pas peur quoi. Donc Hmm. non, c'est vraiment c'est différent. Et puis aussi il y a quand même quelque chose, euh, perdre en équipe et gagner en équipe est quand même bien différent de quand t'es tout seul. Parce que t'es dans le même mood que les autres. Tu perds tout seul, bah tu vas peut-être faire la gueule, tu vas peut-être te mettre à l'écart et tout. Tu perds en équipe, ah, bah tu vas peut-être te tourner vers les autres. Voilà, Tu vous vas allez avoir une vous, critique aussi. ouais, et vous allez vous remettre ensemble. Enfin, vous remettre en question ensemble, pardon. Vous allez vous regarder et puis savoir que vous avez fait une mauvaise performance ensemble, mais c'est pas grave parce que vous êtes une équipe. Et puis la remise en question, elle va être collective. Et puis c'est la vie, c'est le sport aussi, que ce soit individuel ou équipe. À un moment donné, tu peux pas tout le temps gagner, quoi. Tu vois, à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast, hier, la France a fait un partout contre l'Ukraine. Elle est 158e nation mondiale. Bon, a priori, champion du monde, ils vont les battre. Bah non, ils ont fait un partout. Bah voilà, c'est ça le sport aussi. Et c'est peut-être la plus Hmm. belle leçon du sport. C'est l'humilité aussi. Bah, bien sûr. Même si t'es Ouais. numéro un, tu peux te faire battre. Et du coup, je rebondis un peu sur ce que tu as dit dernièrement. Donc, foot, golf, et là dernièrement, bon, le contexte oblige aussi, hein, muscu. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Alors muscu depuis que j'ai 17, 18 ans, quelque chose comme ça. L'histoire est assez débile, hein. Honnêtement, l'histoire est assez débile. Quand j'étais petit, moi j'ai mon meilleur pote, meilleur pote qui a tout le temps été quelqu'un qui a plu aux filles. J'étais assez complexé de ça. Il sortait avec des nanas en veux-tu, en voilà constamment. Et moi alors j'étais pas gros, hein, attention, j'étais pas obèse. Même je pense qu'en vêtements habillés normal, on voyait même pas que j'avais un léger surpoids. J'avais un petit surpoids et en fait ça me faisait chier quoi, vraiment. Et je me disais putain, T'étais un bon vivant, quoi, encore. voilà, j'étais un bon vivant. Et moi le Nutella ça y allait quand j'étais petit. Bref, donc il y a eu cette première phase dans un premier temps où voilà, j'étais pas forcément à l'aise avec mon corps quand j'avais entre 13 et 17 ans. Arrivé à 17 ans, quand j'étais au sport-études d'ailleurs, je mangeais très très peu. Et ben, j'ai fait l'erreur que beaucoup font, c'est-à-dire manger le moins possible pour perdre du poids. Je suis arrivé à un physique où je pesais 61-62 kilos et là je suis maigre. Là je suis vraiment maigre. Et ma mère, C'est quoi ta taille déjà, pour avoir un ratio? je fais 1m79. Ouais. Donc le 62 kilos, je peux te dire que ça se voit sur la tronche. Et je suis vraiment maigre. Alors, je suis pas mince, vraiment, tu sais, je suis pas dans une forme d'anorexie. J'y suis pas. Par contre, voilà, je suis fragile. Et de là, moi, je commence à m'intéresser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est l'époque où je commence à voir que sur Instagram, il y a des choses intéressantes. Et d'ailleurs, je crois que tu fais partie des premières personnes que je découvre sur les réseaux. Vraiment, il me semble.
Et je commence à m'intéresser à tout ça et je me dis, putain, je peux faire quelque chose de mon physique. Donc, dans un deuxième temps, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, à la muscu, à aussi accepter que prendre du muscle, c'est aussi prendre du gras. Ça, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Passer ce step où tu vas pas être à un taux de masse grasse vraiment bas, mais tu vas devoir de toute façon reprendre du gras pour prendre du muscle. Ça a été un stade très compliqué à passer pour moi. Et ensuite muscu, voilà, j'ai appris à connaître l'entraînement parce que Bayesian, parce que réseaux sociaux, parce que curiosité pour le domaine et vraiment fort intérêt. Et aujourd'hui, j'en arrive à plus de 4 ans de muscu. J'ai commencé en août 2016, il me semble. Je crois que ma première séance, c'est en août 2016. Je crois même que c'est le 24 août 2016. Le mec se souvient de sa première séance de muscu. Le mec est précis. Et donc voilà, donc non, je prends du muscle petit à petit et je commence à avoir confiance en moi. Ça m'apporte cette confiance et aussi, alors sans être hypocrite, je travaille ma relation aussi aux filles, évidemment, parce que le fait d'avoir un physique en lequel tu as plus confiance, le fait de t'accomplir, etc. Et puis, mine de rien, moi, j'ai eu une copine, du coup, je crois, 1 an et demi, 2 ans après que j'ai commencé la muscu. Donc, ça m'a encore plus conforté dans l'idée que mon physique avait eu un impact sur ça. Au final, avec le recul, je crois pas que ce soit le cas. Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui vit en pleine authenticité et juste pour kiffer la vie avec les gens qui m'apprécient et que j'apprécie moi. Je suis plus dans le paraître, mais j'y étais à l'époque. Et voilà mon histoire avec la muscu. C'est compliqué de t'en sortir, ça. Hein. C'est compliqué surtout au début. Tu vois, on en parlait avant le début de ce podcast, mais il y a toujours des étapes dans un processus d'apprentissage. Dans la nutrition, par exemple, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Dans la nutrition, il faut passer peut-être par une étape où tu vas apprendre à avoir un œil aguerri sur les quantités, sur les protéines, sur les glucides, etc. Donc passer par des étapes peut-être où tu vas devoir compter tes calories, où tu vas devoir apprendre à comprendre ce que c'est qu'un féculent, une protéine, où tu peux en trouver, etc. Avant d'arriver à un stade peut-être où tu seras plus en paix avec cette nutrition et puis tu vas apprendre à ne pas compter tes calories parce que tu sais comment t'alimenter et parce que c'est peut-être pas le but de la vie de savoir bien s'alimenter. Il y a peut-être d'autres kiffs, d'autres expériences à avoir dans la vie, quoi. Ouais, bah oui, carrément. Mais tu vois, ce côté un peu contrôler un peu tout ce qu'on fait dans un objectif physique, c'est nécessaire. C'est éventuellement nécessaire au début pour se rendre compte un peu de tout ça, pour pouvoir éventuellement, si tu le souhaites, par la suite, pouvoir délester un peu ce contrôle parce que bah tu sais un peu mieux comment tu fonctionnes, t'as une meilleure idée des quantités dont tu as besoin, comment les réguler, les calories de tel aliment, etc. Donc en fait ça vient de plus en plus facile, quoi. Au début ouais, mais c'est comme dans tout. Tu commences à devenir petit à petit expert de tout ça parce que tu pratiques. Et en fait ouais, ça peut être vu comme une sorte d'extrémisme au début, mais en fait bah c'est le cas quand même. Forcément parce que alors ouais, et puis c'est pas très grave. C'est le cas, mais c'est une forme d'apprentissage. Tu vois, moi, un jour, voilà, bien sûr. Un jour, j'étais choqué, quoi. Je parle de protéines et mon père, il me dit, ben, c'est quoi les protéines? Où t'en trouves des protéines? Et je lui sers des pommes de terre après au repas. Il me dit, il y a des protéines là-dedans? Je fais, mais quand même, papa, tu sais où il y a des protéines? Eh ben non, tu vois. Et donc, le fait d'utiliser des applications comme MyFitnessPal, de t'intéresser aux étiquettes alimentaires, te permet d'apprendre à savoir ce qu'il y a dans tes plats, quoi. Et il y a des gens, ouais, il y a des gens pour qui, je sais pas, les fruits, il n'y a pas de calories dedans, pour qui, j'en sais rien, le fait d'envoyer 2-3 litres de coca au-delà des aspects de santé n'a pas d'impact au niveau des calories, peut-être, j'en sais rien, tu vois, et même la bière. Ouais, parce que c'est liquide. Ouais, non, voilà, c'est liquide, donc on s'en branle. Ou même la bière, tu vois, moi je suis sidéré de voir que j'ai des potes, notamment un pote, il me disait putain Raph, j'arrive pas à perdre du gras et tout parce que bah tu vois j'ai acquis alors à mon échelle mais une certaine légitimité là-dedans et donc je lui demande un peu ce qu'il bouffe au quotidien et tout et il se rend pas compte que je sais pas, le Nutella le matin c'est hyper dense caloriquement et que les 3, 4, 5 bières qu'il boit le soir bah ça envoie quand même, tu vois, donc
non, c'est important de passer par des phases d'apprentissage. Et toi, si tu as besoin de compter tes calories, de passer par ce process-là, bah, de toute façon, ça va t'apporter. Je pense que toute expérience est enrichissante. Après, évidemment, c'est une forme d'extrémisme, mais évidemment, c'est pas tenable sur le Ouais, mais quotidien, tu vois. attends. Extrémisme par rapport à qui, par rapport à quoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens calculent rien. Donc en fait, c'est extrême par rapport à ça. Mais au final, si tu remets sur l'échelle de la... De... Enfin, si tu sors un peu de cette norme, au final, c'est juste extrême par rapport à la norme que les gens se fixent. Tu vois? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, je vois ce que tu veux dire, mais il y a quand même le côté, il y a quand même le côté social, tu vois. Je prends mon Ah oui, exemple, bien sûr. parce que c'est celui que je connais le mieux, mais je prends un exemple très bête. Premier repas chez mes beaux-parents, ou dans les premiers repas, pardon, j'ai pas les calories sous la main. Je sais pas combien de grammes de pâtes il y a dans mon plat. Je sais pas si j'ai ma quantité de protéines suffisante. Je sais pas si elle a foutu de l'huile, etc. et si ça va augmenter drastiquement mes calories. Bah là, tu vois, ça peut très vite te faire tomber dans une forme de panique qui est complètement irrationnelle, évidemment. Complètement irrationnelle, c'est débile. S'il y a 200 cales de plus dans ton plat, on s'en fout royalement, quoi. Oui, on s'en fout sur un repas, ouais. Voilà. Et par contre, quand t'es dans cet extrême-là au début, bah, ça a un impact quand même sur ton moral et ta santé. Moi, je me suis repris à plusieurs fois à manger à l'extérieur, peut-être à manger au resto, à ne pas être capable de savoir combien de calories il y a dans mon assiette. Et ça me frustrait, et ça me gênait, ça me faisait chier, tu vois. Et en fait, si tu veux, l'intérêt dans ça, je finis par ça parce qu'après on dérive du sujet un peu de base, mais c'est de pouvoir arriver à un stade où il faut contrôler ce qu'on peut contrôler. Après le reste, quand tu peux pas vraiment, c'est pas grave, tu vois. Genre, c'est pas parce que tu peux pas mesurer sur 4, 5. Donc bon, on a été coupé, bref, c'est pas grave, on va switcher. Juste une dernière question avant de finir un peu. C'est quoi ton meilleur souvenir sportif? Tout confondu. Alors, mon meilleur souvenir sportif, curieusement, c'est pas quand quand moi je pratiquais du sport. C'est une expérience globale avec les enfants. J'étais éducateur, responsable d'une équipe de foot des gamins de 12 ans il y a pas si longtemps, il y a 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et c'était canon, c'était vraiment canon. En fait, c'est là aussi où ça me conforte dans l'idée que moi j'ai vraiment envie d'être autour du sport et pas forcément dedans. C'est que avoir cette relation au sport quand t'es pas forcément dans le cœur du sport mais autour, c'est aussi génial. Et tu vois cette notion de responsabilité, de devoir transmettre des valeurs, de devoir transmettre des connaissances, du savoir-être, du savoir-faire quand t'es étudiant et que t'as envie de continuer à toucher au sport mais peut-être d'une autre manière. Moi, mon meilleur souvenir, c'est vraiment les moments avec les enfants, les tournois, les matchs, les moments de victoire dans le vestiaire. Tu vois, on parlait d'esprit d'équipe tout à l'heure. Moi, là où je prends le plus de plaisir, c'est vraiment la connexion avec les autres et de gagner ensemble. Putain, ça fait du bien, quoi. Et tu regardes les gens, notamment les gamins qui sont tout le temps en train de se marrer, qui vivent les choses à fond. Bah, ils sont comme moi. Les émotions, quoi. Ouais, les émotions dans le vestiaire, laisse tomber. Les vidéos que je peux te ressortir de nous en train de célébrer la victoire, les gamins qui sont morts de rire. Tu dis une, deux, trois conneries, tu commences à parler de cul, ça y est, les gars, ils sont en furie totale. C'est génial, c'est génial. Moi, ma meilleure expérience sportive, c'est vraiment ça. Après, à titre. Donc c'est ces 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ces 2 ans, du coup. Ouais. Alors après, à titre personnel, dans le foot, moi, j'ai jamais été à très haut niveau. Dans le golf, j'ai des bons souvenirs, mais alors, paradoxalement, les super shots, je m'en souviens. C'est des shots assez précis. Mais il y a aussi les souvenirs qui marquent, c'est les mauvais moments, les moments où tu perds. Parce que, en fait, dans le golf, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi un truc. Le mec passe sa vie à parler de golf. Il y a aussi un truc, c'est que tu gagnes très rarement au golf. C'est sur une compétition, vous êtes 70, 80, 100 joueurs. C'est très difficile de gagner au golf. Alors, tout est relatif, mais notamment au niveau. Un mec qui a déjà 2-3 victoires en 6-7 ans, c'est déjà pas un touriste, tu vois. C'est pas un pimpin, le mec. C'est pareil un peu quand t'es sur les circuits jeunes, quand t'es dans les compétitions de très bon niveau régional. Bah, tu finis 4, 5, 6e et puis tu t'en veux parce qu'il y a 2-3 shots que t'as loupé. Et moi, il y a pas mal de shots comme ça, justement, que j'ai loupé, dont je me souviens.
Donc c'est pas vraiment mes meilleurs souvenirs sportifs. Moi, mais vraiment ma plus belle expérience sportive, c'est avec les enfants. C'est le foot. Et c'est pas un moment précis, c'est plus dans la globalité du truc. C'est le Waouh. process, quoi. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et les enfants, ça fait tellement du bien d'être avec eux que il y a une forme de aussi, tu vois, j'étais payé, alors c'est misérable, hein, mais dans les clubs amateurs, de toute façon, c'est toujours compliqué. J'étais payé 110 € par mois pour 2 entraînements semaine et un match, donc trois sessions au total. Et bon, le temps est considérable par rapport à la rémunération, mais j'ai toujours dit que moi, si j'étais pas payé, ça me changerait rien, j'aurais continué de faire ce que je faisais. Genre, je m'en foutais de l'argent parce que ça faisait tellement du bien, ça te sort de ton quotidien, ça te vide l'esprit, mais en même temps, il y a cette connexion aux enfants, il y a aussi la notion de responsabilité que tu apprends avec la relation aux parents, qui est pas évidente, qui fait que t'en ressors très très grandi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai commencé à faire ça, parce que moi, encore une fois, je suis vraiment pas un très bon footballeur. Moi, j'aime bien me définir comme un footix, tu vois, je donne mon avis, mais bon, mon avis ne vaut rien, vraiment. Quand j'ai commencé, je me disais, mais les enfants, je vais rien leur apprendre. Les mecs, ils me dribblent comme ils veulent. Enfin, je veux dire, je suis une daube absolue, vraiment. J'étais gardien en plus, donc ils me foutent la misère. Et ensuite, j'ai appris que finalement, non, c'est pas parce que toi, t'es un mauvais joueur de foot que tu peux pas être un bon entraîneur, quelqu'un qui transmet de belles choses. Et encore une fois, j'en reviens à ça, mais le plus important pour moi, c'était de leur apprendre à être des belles personnes, des bonnes personnes, à être authentiques. Voilà, ça c'est ce qui était le plus important pour moi, vraiment. Et du coup, tu préparais des séances en amont, etc. Donc, Ouais, t'étais ouais, un ouais. entraîneur, quoi. Ouais, tu prépares tes séances, tu prépares peut-être les préparations spécifiques parce qu'il y a des enfants qui ont pas le même niveau que les autres. Tu vois, moi en plus j'étais dans le groupe C. Il y avait 3 équipes A, B, C et moi j'étais le groupe C. Donc forcément les enfants qui sont vraiment tout débutants en foot, ils sont dans mon groupe. Et puis les meilleurs joueurs de mon équipe, ils ont quand même un certain niveau. Tu vois, moi j'avais un gamin qui avait, je crois, 4, 5, 6 ans d'expérience dans le club, enfin d'expérience, de vécu dans le club. Donc bah c'est quand même un gamin qui joue bien au foot. Et comment tu compenses l'écart de niveau entre les gamins qui jouent déjà très bien et puis les gamins qui débutent? Pas évident aussi. Donc voilà, t'avais la préparation de l'entraînement, la préparation des matchs aussi, gérer les temps de jeu, ça c'est pas évident. Parce que dans un club où on te demande d'être équitable sur les temps de jeu, mais que toi t'es quelqu'un qui a envie de gagner, un compétiteur, etc., bah t'as envie de mettre tout le temps tes meilleurs joueurs sur le terrain, mais c'est pas possible parce que le club te demande aussi, et puis ne serait-ce que par respect pour l'enfant, tu vois, et par respect pour les Ouais, parents. puis il y a les parents derrière aussi, à gérer. Ouais, 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 voilà, les parents, si on a un match de 60 minutes et qu'ils viennent me voir et ils me disent, bah mon gamin il a joué 5 minutes, euh, tu réponds quoi à ça? Tu dis, bah oui, bah il fallait qu'on gagne. Bah non, 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 en fait, c'est pas la politique du club. Bah oui, c'est pas juste. À cet âge-là, c'est pas juste. Oui, voilà, voilà, c'est pas juste, et puis voilà, faut prendre un peu de recul aussi sur le fait que bah gagner quand t'as des gamins de 12 ans, c'est pas forcément le plus important, c'est peut-être juste les moments ensemble et t'apprends plus dans la défaite, je pense, que t'apprends dans la victoire. Donc raison de plus pour Mais ça, je pense que cet aspect-là, ça m'aurait bien plu aussi. Et je pense que ouais, t'as raison de mettre ça en meilleur souvenir. On est déjà à 48 minutes. on parle beaucoup tous les Ce deux, qu'on je va crois. faire, ce qu'on va faire, c'est que j'ai 3 questions à te poser. Ok. Euh, la première, c'est quoi, à l'heure actuelle, ton, ton plus grand rêve? Ok. Et pourquoi? Ah, mon plus grand rêve, moi, c'est d'avoir des enfants. Alors, j'aime bien dire que c'est assez féministe, mais en soi, c'est un peu paradoxal. Ça peut paraître bizarre. J'ai conscience de ça, mais en fait, je m'en fous, honnêtement. Moi, mon plus grand rêve, c'est d'avoir des enfants parce que j'ai envie de vivre ça, quoi. C'est l'expérience ultime pour moi, l'expérience extrême. Je me dis, mais waouh, ça doit être incroyable parce que justement transmission de valeurs et parce que le fait d'avoir été éducateur de foot et responsable d'enfants n'a fait que parce que c'est déjà le cas avant, hein, quand j'avais 17-18 ans, moi j'ai toujours eu cette relation avec les enfants vraiment assez très très proche, une connexion forte. Donc non non voilà, moi mon plus grand rêve c'est pas de devenir connu, c'est pas d'être
très friqué, c'est pas d'avoir une putain de baraque, une putain de caisse. C'est juste d'avoir une femme et des enfants et être heureux, quoi. Après, c'est vague, hein, ça veut rien dire, mais On vivre s'en dans fout. l'authenticité. Si c'est ton choix, c'est top, tu vois. Mais j'ai pas le rêve, tu sais, j'ai pas le rêve, genre, ouais, faire un tour du monde, ouais, devenir connu, faire le million en une année. Non, moi, je rêve juste d'avoir une femme, des enfants et putain, kiffer la life, quoi. Ouais, c'est beau. Kiffer la life. C'est beau. Et garder ma liberté, je pense. C'est aussi important. Garder ta ma liberté. liberté de parole et de mouvement. Ok. Deuxième question. Quelles sont aujourd'hui, si tu en as, les phrases et les expressions un peu de vie qui t'aident et te motivent? Est-ce que t'en as qui sont propres à toi? Qu'elles soient bateau ou pas, on s'en fout. Est-ce que t'en as que tu utilises au quotidien pour ça? Alors, il y en a une qui me plaît beaucoup parce qu'elle elle me sert, entre guillemets, dans tous mes projets. C'est la chance sourit aux audacieux. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de culture générale. Tu vois, je le dis en toute vulnérabilité. Je suis pas quelqu'un, par exemple, en montage vidéo, je suis loin d'être un killer. Par contre, moi, j'ai toujours une forme de volonté et qui ne tente rien à rien. Tu vois, je suis très dans ce mindset du allez, on le fait. Je sais pas ce qui va se passer, mais vas-y, viens, on le fait. Tu vois, ça, c'est vraiment un trait de caractère chez moi, constamment, de me dire y a pas de limite, y a pas de barrière. Tu veux le faire, bah vas-y, tu vois. Et on en a déjà parlé tous les deux. Tu vois, je te disais sur la Formule 1, il y a peut-être 20 ou 40 pilotes de Formule 1 aujourd'hui. Donc il y a nécessairement peu de préparateurs physiques, mais pourquoi ce serait un autre et pas toi? Mais il y en a. Mais il y en a. Alors vas-y. T'as envie d'être président des États-Unis? Il y en a un. Ok, peut-être ça va être chaud, mais tente-le parce que si tu le tentes pas, tu vas avoir des regrets. Et si c'est ton rêve et si tu sais ce que c'est que d'être dans cette situation et que t'as envie d'y aller, fonce, tu vois. Et après, vas-y. Ouais, vas-y. Je suis d'accord avec toi. J'avais écouté un truc. En gros, moi, j'écoute beaucoup d'interviews, notamment de pilotes, et il y avait notamment, c'était Sébastien Vettel, donc quadruple champion du monde, qui disait, je comprends pas les gens qui se posent des questions ou trop de questions au moment de faire quelque chose. Moi, je leur dis tout simplement, mais juste arrête de t'imaginer des scénarios, juste fais-le. C'est le seul moyen de savoir. Grave. Tu vois. Grave. Et ça rejoint un peu ce que tu disais. Et tu vois, le seul regret que tu peux avoir, c'est de pas avoir tenté. Ah bah complètement. Alors après, c'est relatif. Tu vois, il y a évidemment, je dis pas qu'il faut pas réfléchir à faire quelque chose, mais c'est à partir du moment où tu te mets à trop douter sur quelque chose, juste tente. Tu vois, et là, tu vas découvrir ce que c'est. Ouais, et puis comme je te disais tout à l'heure, on apprend plus dans la défaite que dans le succès. Et généralement, quand tu te lances dans un projet, si tu échoues, bon, si tu réussis, tant mieux, ça veut dire que tu as atteint ton rêve. Si tu échoues, tu as appris quelque chose. Donc, tu as fait quelque chose. Tu as été dans l'action, tu vois. Grave. Alors, c'est assez personnel. T'es pas obligé d'y répondre. Mais c'est quoi aujourd'hui ce dont tu es le plus fier pour faire un contraste? Ma plus grosse fierté... Ma plus grosse fierté, alors évidemment, je vais pas te ressortir les 2 ans d'éducateur de foot parce que je t'en ai parlé longuement et t'as compris que j'avais kiffé ça. Non, en fait, je pense que ma plus grosse fierté, c'est d'être capable. Comment je pourrais formuler ça? Alors déjà, il y a tout le parcours, la remise en question personnelle, la remise en question de mon physique, etc. Tout le parcours de développement personnel que j'ai fait. Ça, c'est vraiment une fierté pour moi parce qu'aujourd'hui, j'en ressors très très grandi et je continue d'apprendre, notamment auprès de créateurs qu'on suit tous les deux. Chloé Bloom en est l'exemple parfait. Et donc déjà, il y a toute cette remise en question physique, personnelle, tout le parcours que j'ai fait. Mon physique, aujourd'hui, j'en suis vraiment fier, mine de rien. C'est pas, je veux pas me jeter de fleurs, hein, je me vante pas, c'est juste, voilà, j'estime avoir atteint un bon physique. Mais non, en fait, je crois que ma plus grosse fierté, c'est con ce que je vais dire, franchement, c'est con. C'est d'être aujourd'hui pleinement en paix, en authenticité, à la fois avec ma personne et peu importe la personne avec qui je discute, que j'ai en face, être moi-même, quoi. En fait, c'est un luxe que j'avais pas avant. Ressembler à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est d'être arrivé à ce stade-là où que je te parle à toi, que je parle à ma mère, que je parle au boulanger du coin,
à Nicolas Sarkozy ou à, j'en sais rien, à Tony Parker, je vais être la même personne, tu vois. Et ça, c'est peut-être une fierté parce que c'est pas facile. On est dans une société, je crois, aujourd'hui où on a toujours, les gens ont toujours des attentes vis-à-vis de toi. Tu dois toujours constamment t'adapter à ton public, etc. En fait, pas forcément. Pas forcément, tu vois. Et le fait d'être soi-même, le fait d'être en paix, le fait d'être heureux, il y a une fierté aussi, tu vois, je te la sors, mais le fait aujourd'hui d'être dans un statut, d'avoir une position en tant qu'étudiant, en tant que créateur de contenu, en tant que vidéaste dans mon auto-entreprise, cette position des pluri-activités qui me rendent chacune heureux, pardon, fait que je suis aussi heureux et fier d'avoir osé me mettre dans cette position-là, tu vois, d'avoir osé quitter les trucs quand ça me plaisait pas, recommencer, remis en question, lancer des trucs. Tu vois, je prends un exemple tout con, mais j'ai fait 6 mois dans une école à Paris en post-bac. Ça m'a pas plu. J'ai arrêté. Mon père m'en a voulu. Vraiment, il m'en a voulu. Après, je peux comprendre, hein, parce que ça avait eu des impacts financiers assez importants, mais il m'en a vraiment voulu pendant 5-6 mois et je te jure, il me parlait plus. Vraiment, c'était dur pour moi, c'était dur. Et d'ailleurs, je me souviens du jour où il m'a repris dans les bras. J'ai jamais autant pleuré de ma vie, mais bref, le gars sensible est en train de revenir. Non, non, mais voilà, toute cette volonté et ce peps et le fait de oser, putain, ça fait beaucoup de fierté. Voilà, tout ça. Tout ça. Mon parcours de vie, j'en suis assez fier. Ok, ok. C'est. Oh, ton dernier discours là, il était beau. Moi j'ai bien aimé tout ça. Je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Toutes ces valeurs autour du sport, ces leçons de vie, etc. Tu peux donner ton âge, Raph? J'ai 22 ans. Je suis encore un gamin. 22 ans? Ouais, moi j'ai 23, je suis aussi un gamin, t'inquiète pas. Non mais c'est Ah, assez nous deux, on a l'âge inspirant. de ma Je te mère. remercie vraiment. Je te remercie vraiment encore une fois pour cette intervention. Je vais terminer le podcast là-dessus. Je remercie à toi qui a écouté ce podcast. Tous les liens des réseaux sont dans la description du podcast. Si tu veux faire un retour dessus, poser une question, il y aura les liens de mes réseaux et également ceux de Raph dans la description. Hésite pas également à mettre une review sur Apple Podcast, c'est simple et ça permet de m'aider vraiment vraiment beaucoup à développer ce podcast. C'est assez important pour moi de le développer, je te remercie vraiment de mettre ça, ça prend 5 secondes. Et si tu veux également le partager sur tes réseaux, peu importe où tu es, ce serait avec grand plaisir. Je te souhaite un bon début de journée, une bonne nuit, un bon début d'après-midi, ça dépend à quel moment tu écoutes le podcast. Salut.